Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les actualités des semaines du 5 et 12 août 2024. Mais avant de commencer, j'avais dit lors du précédent point d'actualité que si tout se passait bien, le prochain point culture sortirait la semaine prochaine. Mais comme vous avez pu le voir, ce n'a pas été le cas. J'avais des choses à faire absolument avant la fin de mes congés et du coup j'ai préféré prendre le temps de faire ces choses et ne pas faire une vidéo en vitesse. On va commencer avec les parutions de la semaine et, fin de l'été oblige, on va de plus en plus retrouver un rythme de parution normal. Du coup, en sortie notable, j'ai noté la sortie du troisième et dernier tome du manga Horizon, dont j'avais déjà parlé dans un précédent point d'actualité, le tome 12 d'Oshinoko, le tome 17 de Gambling School et le tome 14 de Gambling School Twins, son spin-off, et enfin le tome 20 collector ou non de Grand Blue. Maintenant, on va passer aux annonces, et la première concerne le manga My Hero Academia ou MHA. Après 10 ans d'existence et 430 chapitres, le manga vient de se terminer au Japon avec son 42e volume. Chez nous, pour l'instant 39 volumes sont sortis, c'est-à-dire qu'on a encore 3 volumes à attendre pour avoir la fin de l'histoire. Ensuite, la maison d'édition Pika vient d'annoncer la réédition du manga Détonation, qui était sorti chez eux dans la collection Pika Graphics en 2018, qui comportait 2 tomes, mais cette fois-ci avec une version plus proche de la version japonaise, qui était en 3 tomes, et qui sera dans leur collection Pika Seinen. Le premier tome sortira le 4 septembre. Ce n'est pas une surprise pour les habitués, mais pour fêter la sortie du tome 108 de One Piece, une nouvelle nuit One Piece sera organisée le 4 octobre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la liste des librairies participantes à ces événements ou à demander si votre librairie y participe. La maison d'édition Doki Doki vient d'annoncer leur prochain titre, Aux côtés du dieu loup, dont les tomes 1 et 2 sortiront le 2 octobre. Sachant qu'au Japon, l'apparition est toujours en cours et que 2 tomes sont parus, nous serons donc au 2 octobre, à jour sur le Japon. Côté Omake Books, nous avons 2 annonces. La première, c'est la sortie en octobre du manga Mon mec est un glaçon, une série en 2 tomes dont les 2 tomes sortiront en simultané. Et la deuxième, dans un autre registre, c'est la sortie du manga Au fond de l'abîme, une série en 3 tomes dont le premier devrait sortir en octobre. Concernant les annonces côté animation, nous avons eu le droit à 2 nouveaux trailers concernant des œuvres éditées chez Pika. Le premier trailer et pour l'adaptation de Criminel Fiançailles qui devrait sortir en octobre. Le deuxième, c'est pour annoncer la saison 2 de A Couple of Cuckoo. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces trailers dans la description. On va maintenant parler des lectures et des visionnages de la semaine, et cette semaine, c'était le 7ème art qui était à l'honneur, avec pas moins de 4 films dont je vais parler. Un film d'animation et 3 films en live action. Et le premier film dont je vais parler, c'est le film d'animation Resident Evil Death Island, qui était sorti lors de la saison des animés d'été 2023. Le film est disponible sur Amazon Prime, et à sa sortie, il était également disponible sur Amazon Prime, mais il fallait payer un supplément en plus. Et même si j'aime bien la franchise Resident Evil, que ce soit les jeux ou les films d'animation, payer en plus pour voir les films d'animation Resident Evil, c'est pas quelque chose qui me fait envie. Donc j'ai préféré attendre, et j'ai eu raison, même s'il fallait attendre 1 an. Ce film est la suite de Resident Evil Vendetta, que j'avais déjà vu, mais honnêtement, les scénarios des films d'animation, ils sont très vite oubliés, donc j'ai pas tous les éléments, mais ça se regarde très bien sans avoir le passif. Et ce film, c'est un peu un Resident Evil All-Star, où on va retrouver quasiment tous les personnages majeurs. Chris et Claire Redfield, Jill Valentine, Léon Kennedy et Rebecca Chambers. Il ne manquerait plus que Ada Wong pour que le tableau soit complet. Et alors que le début commençait très bien, avec une ambiance et Jill qui rappelait les premiers jeux, très vite il va retomber dans les travers des films d'animation. Et je pense que tous ceux qui ont déjà vu un film d'animation Resident Evil savent de quoi je veux parler, avec par exemple des monstres iconiques comme les Lichers, qui sont présents par paquet de 12. Et entre les personnages principaux qui ont l'air invincibles, l'apparition des zombies qui, si on suit les événements et le déroulé du film, est illogique, et les raisons du méchant et sa backstory, franchement, c'est totalement au ras des pâquerettes. Surtout que les films d'animation, ils ont cette manie de faire un one more thing, ici qui prend l'apparence d'un monstre marin, dont on parle tout au long du film, donc, et j'ai trouvé que certaines séquences étaient bien amenées, mais attention spoiler, dans le dernier arc du film, le monstre marin, on le voit de près, je comprends pas ce que c'est le monstre, et il fusionne avec le méchant, pour devenir une abomination, et ça transforme le combat final en un sketch, où même les jeux vidéo Resident Evil 5 et 6, les combats finaux, ont plus de logique que ce dernier fight. Et j'avais pas joué au jeu Resident Evil 3, mais j'ai joué pas mal au remake, et en fait, le combat final du remake, je me retrouve un peu dans ce combat final. Pour moi, il reste dans la veine des autres films d'animation Resident Evil. Donc si vous les avez aimés ou si vous êtes curieux, rien ne vous en empêche de le voir pour vous faire votre propre avis. Et pour finir, les 3 films live action dont je vais parler sont les adaptations cinématographiques du manga Kingdom. Le manga Kingdom, c'est un monument
avec une patte graphique reconnaissable entre 1000, c'est 72 tomes sortis au Japon, 71 chez nous, 5 saisons animées qui comptabilisent 142 épisodes et 3 films en live action. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à la découvrir. Je sais que je ferai un point de culture dessus, mais c'était pas prévu pour tout de suite. Je vais vous rendre beaucoup de temps pour faire honneur à cette saga. Du coup, je vais me concentrer sur l'adaptation qui a été faite par ces 3 films. Je me répète, mais les adaptations en live action, c'est pas trop ma tasse de thé, mais là, comme pour City Hunter, l'auteur était très impliqué dans le projet et en parlait beaucoup et en bien dans les anecdotes qu'on retrouve en fin de tome. En quelques mots, Kingdom, ça se passe en moins 250 à la période des royaumes combattants en Chine, et on va suivre Shin, un ancien esclave, et Heisei, le roi du Qin, dont le rêve est d'être le premier empereur à unifier la Chine. Le matériau de base pour les films, il est très solide, que ce soit l'histoire, les personnages ou même les affrontements, et pour le style, on est plutôt sur du film d'arts martiaux asiatique. Alors oui, certains personnages font preuve d'action surhumaine, mais c'est exactement pareil dans le manga, donc là on peut pas le reprocher. J'ai pris beaucoup de plaisir à travers ces 3 films, même si je connaissais déjà l'histoire, et les choses qui auraient pu être dérangeantes comme les costumes sont très bien réalisées. Alors que pourtant, les personnages de Kingdom ont parfois un caractère design qui pourrait, si on le transmet dans la vie réelle, être assez dérangeant ou perturbant. Mais j'ai quelques points à relever concernant ces adaptations. Déjà, elles ne suivent pas exactement la trame du manga. Certains événements ont lieu à des moments différents ou sont modifiés, mais c'est normal, ça c'est lié à l'adaptation aux nouveaux médias. Et je ne lui en tiens pas rigueur. Le seul petit problème que j'ai vraiment avec ces adaptations, c'est la personnification de certains personnages. En effet, dans le manga, il y a beaucoup de personnages qui ont cet effet colosse de 2 mètres, 250 kg de pur muscle. Et puis on avance dans le manga, et puis on va rencontrer des personnages beaucoup plus puissants et beaucoup plus musclés, beaucoup plus imposants. Sauf que là, à l'image, trouver des personnes qui ont ces gabarits, c'est impossible. Ils ont réussi avec le personnage de Rankai en le traitant un peu à la manière d'un Frankenstein, mais pour tout ce qui est Mubu, Uki ou même Jukyu, en contre-plongée ça passe, on sent bien la grandeur, mais dans les autres plans, pas vraiment. Et comme je disais, pour moi, c'est un problème insoluble qui va avec l'adaptation en live action. Car là où dans Game of Thrones, le personnage de la montagne était incarné par l'homme le plus fort du monde, donc qui était vraiment un gabarit exceptionnel, là dans Kingdom, il en faudrait des paquets, et c'est impossible. Mais je trouve que les acteurs font très bien leur travail, et mention spéciale pour l'acteur derrière Uki, qui vraiment incarne le personnage à la perfection. Et le dernier point que je relève, c'est un peu plus problématique, mais ça ne concerne que Netflix, car oui, les films sont disponibles chez nous sur Netflix, et vraiment, pour moi, Netflix n'est pas fait pour tout ce qui est film ou même production japonaise. Et je vais prendre 3 exemples pour illustrer mon propos. Dans le manga, le rêve de Shin, c'est de devenir le plus grand général sous les cieux. Et j'aime bien cette appellation, car elle a un côté mystique et elle renvoie après à plusieurs passages dans le manga. Sauf que là, c'est traduit par devenir le plus grand général au monde. Donc on garde l'idée, mais on perd ce côté mystique, et je trouve que ça sonne juste moins bien. Mais après, c'est pas la première fois qu'un terme dans un manga n'a pas été repris tel quel pour l'adaptation en animé. Et j'ai essayé avec Google Trad de trouver la phrase la plus proche de ce qui est dit dans le film, mais que ce soit le plus grand général sous les cieux ou le plus grand général au monde, pour moi ça ne matchait pas les deux. Donc je ne sais pas du tout. Par contre, le deuxième c'est beaucoup plus grave et ça va spoiler un twist du premier film. Dans le premier film, Heisei va aller voir le peuple des montagnes pour essayer de faire une alliance qu'ils avaient déjà fait il y a 400 ans, pour essayer d'avoir des soldats pour reconquérir son trône. Ils vont donc aller voir le roi du peuple des montagnes pour faire cette alliance, roi qui a l'énorme fait d'armes d'avoir été le premier à réussir à unifier toutes les tribus des peuples des montagnes, et la révélation, quand le roi va enlever son masque, c'est en réalité une femme, c'est donc la première reine du peuple des montagnes qui a réussi à unifier tous les peuples des montagnes. C'est dire à quel point ce personnage est important et puissant. Sauf que Netflix, c'est gros blaireau. Depuis le début où on parle du roi des montagnes, ça a été traduit par la reine des montagnes. Donc le twist, déjà, il est mort, et j'ai regardé avec Google Trad, c'est bien 10 mots différents pour roi et reine, et en japonais, ils disent bien roi des montagnes. Alors oui, reine des montagnes, c'est plus précis, car c'est une femme, mais ça détruit totalement le twist. Je sais pas qui, entre le traducteur et l'adaptateur, a fait la connerie, mais c'est totalement stupide. Et dernier point, je chipote un peu, mais ça concerne les sous-titres. Dans les 2 premiers films, lorsqu'on écrit le nom d'un personnage, on est plutôt sur un japonais littéraire. C'est-à-dire par exemple que lorsque l'on doit faire un O long, en japonais, on rajoute un U derrière le O pour faire ce O long. Et dans le 3e film, par exemple, le U est remplacé par un H ou est tout simplement coupé. Je vous mets quelques exemples ici, mais déjà je trouve ça plus moche que la première version, mais surtout, il n'y a pas de cohérence entre les 2 premiers films et le 3e pour les sous-titres, et c'est ça que je trouve le plus dommage. Pour l'instant, les 3 films adaptent à peu près les 12 premiers tomes du manga qui correspondent aux 3/4 de la première saison. Les films sont sortis respectivement en 2019, et Covid oblige 2022 et 2023,
et un quatrième est déjà prévu et est sorti au Japon en 2024. Je ne sais pas combien ils veulent en faire exactement, mais s'ils suivent sur cette lancée, je ne sais pas si tous les acteurs seront encore en vie jusqu'à ce qu'ils aient fini d'adapter le manga. Déjà que pour le manga, ça fait 18 ans que l'auteur est dessus, on n'est pas prêt d'arriver à la fin. Donc je sais pas du tout où est-ce que ça va nous mener. En tout cas, dès que le quatrième film arrivera sur Netflix, c'est sûr que je vais le regarder. C'est tout pour ce point des actualités de la semaine, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!